d'autre, d'avoir pris un personnage, d'avoir... il est violent, le sentiment d'imposture, à la fin des spectacles notamment, enfin, il est plus ou moins bien exprimé, parce que la comédienne se dit, qui on a applaudi? Pourquoi je me déguise et je fais ça? C'est pas moi, cher hôte, cher papa, c'est pas moi, c'est le personnage que je joue qu'on applaudit. Donc à partir de là, la crise d'identité, paradoxalement, le remède qu'on a utilisé pour guérir cette crise d'identité, tenter de la guérir, cette crise d'identité, ben ce remède peut être quelquefois très douloureux. Et que quand Jeanne Moreau dit qu'est-ce que je fais là, peut-être pas toutes les comédiennes ne se disent pas nécessairement ça, parce qu'elles sont euphorisées par le jeu, elles sont heureuses qu'on les applaudisse, elles sont au théâtre, où il y a un contact direct avec le public, il y a un phénomène effectivement très gratifiant. Mais c'est après, quand on s'est démaquillé, on s'est changé, on a enlevé sa jolie robe du 18e contre un jean et un vieux pull, ou qu'on va avec des amis, qu'on s'est recoiffé, qu'on a enlevé sa perruque, je caricature un peu tout d'un coup là, il y a un moment où, alors après, selon sa vie personnelle, elle peut aller dîner avec la troupe, ou alors retourner dans sa famille, elle retrouve un univers aimant, et c'est pas quelque chose qui les déprime, surtout que si c'est du théâtre, le lendemain elle recommence, donc elle reprend un petit shoot, et puis c'est reparti. Bon. Peut-être que ce sentiment, alors non pas d'imposture, mais d'inadéquation, il est aussi dû encore un mot anglais, au challenge. Quand vous dites qu'Audrey Hepburn passe devant un théâtre sur lequel il y a son nom écrit en gros, et qu'elle dit mince, maintenant il va falloir que j'apprenne à jouer. Parce qu'elle voit devant elle, c'est marrant que vous disiez cette phrase, parce que Costa Cabras m'a envoyé un petit mot qu'il avait lu le livre, il a relu cette phrase, donc ça l'avait touché. Mais effectivement, là, il faut que j'apprenne à jouer, ça veut dire que elle, le cas d'Audrey Hepburn, son père était là-bas, a divorcé de sa mère, et il était un admirateur des nazis, elle a souffert à Amsterdam, puis elle est allée à Londres, donc elle avait un gros contentieux avec son père. Mais en même temps, comme par hasard, elle a pris le nom d'un de ses ancêtres comme nom de comédienne, suivant mon regard, et d'autres, effectivement, elle a là un sentiment elle a l'impression que c'est la montagne de Sisyphe, c'est ça que ça veut dire. C'est que du coup, il faut que je recommence, il faut que j'apprenne à jouer, ça veut dire qu'il faut que je retape ce parcours du combattant qui, de toute façon, me fera rechuter dans ce sentiment de ne pas se sentir aimé. Voilà. D'ailleurs, je signale dans le livre que rien n'est plus simple. C'est pas simple d'être le compagnon, le mari, l'amant d'une comédienne, parce que elle aura toujours, même si elle est amoureuse, même si elle est sincère, et elles sont honnêtes, c'est pas le sujet, elle aura toujours le sentiment inconscient que cette personne en face d'elle ne fait pas le poids par rapport au père fantasmé. Et qu'il ne faut rien, ce pauvre garçon. Je dirais, puis à un moment donné, elle le sait, elle n'en a même pas conscience. Alors à côté de la compétition que l'on a envers soi-même, quand on est comédien, comédienne, il y a aussi des compétitions qu'on a avec les autres. Vous citez l'exemple de la dépression et de la mort de Martine Carole, très rapidement après que Brigitte Bardot l'ait supplantée. Alors, c'est une coïncidence chronologique. Je ne peux pas dire que c'est Brigitte Bardot qui a déclenché sa crise cardiaque, etc. Mais c'est vrai que sur le plan purement commercial, elle a eu entre 48 et 49, on va dire, après Lucrèce Borgia, etc. Donc elle a eu entre 7 ans à peu près de gloire, c'est une énorme vedette à l'époque. Et Brigitte Bardot, avec Une à la femme, en 56, elle a balayé. Et c'est vrai qu'ensuite, elle a joué des rôles où elle était encore populaire, mais elle était totalement, je le dis avec sympathie, surclassée par Bardot. Et elle est morte d'une crise cardiaque à 45, même pas 50 ans. Quoi. Alors je ne dis pas que c'est ça qui a déclenché la crise cardiaque, hein. Je veux dire, c'est un petit peu un raccourci qui serait un petit peu stupide, mais en même temps, il y a une coïncidence. Est-ce que vous avez vu ce documentaire qui a fait, je vous montre la jaquette, c'est pas très radiophonique, Rosanna Arquette, un documentaire sur Debra Winger, où elle se pose la question pourquoi l'actrice, une des actrices emblématiques, comédienne, voilà, dont le dernier rôle était un
été au Sahara, qui un jour a disparu. Et Rosanna Arquette prend son bâton de pèlerine et essaye de savoir qu'est devenue Debra Winger, et elle la trouve. Est-ce que cette fuite, non pas devant l'obstacle, mais devant la notoriété, devant les complexités de la vie et du métier de comédienne, c'est quelque chose que vous avez... Est-ce que vous avez tout dit dans le livre, en fait? Je parle de ces comédiennes comme Meg Ryan et d'autres, ou des actrices françaises moins connues, qui tout d'un coup, ou brusquement, ou parce qu'elles ont trouvé d'autres centres d'intérêt dans leur vie, s'arrêtent. Alors celle qui s'arrête en pleine gloire, c'est Gina Lollobrigida qui se met à faire de la photographie. Meg Ryan qui, semble-t-il, s'est arrêtée parce qu'elle ne trouvait pas les rôles à la mesure de son talent, me semble-t-il. Il y a aussi d'autres cas, je ne les ai pas tous en tête en vous parlant, mais Ouechika Chouro qui va se marier avec le frère du roi du Maroc, etc. Il y a toujours des circonstances contingentes. Mais ce ne sont jamais des métiers qu'elles abandonnent comme ça. C'est le cas de Grace Kelly, quand elle s'est sacrifiée à la cause monégasque, et elle a, je dis, le mot peut être excessif, sacrifiée, mais enfin, elle a interrompu une carrière exceptionnelle. Elle était une énorme star. Hitchcock a tout fait pour qu'elle joue dans Marnie, elle n'a finalement pas suivi. Et puis les années passant, à la fin, elle a fait un film qui n'a jamais été montré parce que il était à peine visible. Et effectivement, c'est quand même là une preuve qu'il y avait chez elle un désir refoulé de jouer, quoi, parce qu'elle a arrêté, elle n'avait pas 30 ans, hein, après avoir connu une gloire mondiale. Rappelez-nous pourquoi Deborah Kerr a évincé Joan Crawford du casting de Tant qu'il y aura des hommes. Deborah Kerr, elle l'a pas évincé, c'est-à-dire qu'elle était une vedette montante à l'époque. La Columbia était une petite compagnie, hein, c'était la plus petite des majors. Et Deborah Kerr, elle n'avait pas l'image d'une pin-up quand même. Dans la scène où elle se roule avec Burt Lancaster sur la plage, elle est sexy, mais enfin on n'est pas... Bon, c'est son goût ça. Et donc, et elle dit, ils m'ont donné le rôle le jour où ils se sont rendu compte que je pouvais faire autre chose que des comédies musicales et que je pouvais me mettre en maillot de bain et que j'étais tout à fait sexy en maillot de bain, puisqu'il y avait la fameuse scène avec Burt Lancaster dans les vagues. Donc, ils ont choisi, alors il y a d'autres raisons pour lesquelles peut-être que Crawford n'a pas été retenu, hein, mais, parce que Crawford est une immense comédienne, mais qui avait une réputation d'être assez difficile sur les tournages. Vous avez mentionné Grace Kelly, on va l'écouter dans votre livre à travers Pauline Mécasse. J'ai aussi rencontré beaucoup de peur à Hollywood. La peur de ne pas réussir. Ou la peur de réussir et de voir le succès vous fuir. J'ai souvent dit que c'était un endroit impitoyable, plein de gens angoissés. La tristesse là-bas, c'est comme El Smog, le brouillard. Elle recouvre tout. Dans votre livre, René Bonnel vous dit qu'un film labellise une actrice, mais c'est jamais l'inverse. Comme les Américains, the star is the movie. Effectivement, je vais faire un peu d'économie, c'est comme un peu le métier. Vous vous rendez compte que sous le croisé des rituels des films et les comédiens, même les grandes stars ont connu de gros échecs, après de gros succès. C'est souvent dans la genèse d'une notoriété, c'est souvent le film qui permet à un comédien ou une comédienne d'exploser. Donc, et puis après il devient et puis il fait des films qui ne marchent pas toujours très bien derrière. Et ça là-dessus, je crois fermement à l'idée que une star donne de la visibilité à un film. En même temps, vous allez courir un risque économique important parce que c'est beaucoup plus cher. Vous changez d'axe de l'équilibre économique du projet, mais ne garantit pas la notoriété le résultat du tout. Et même, ça met la barre très haut, puisque les dépenses sont plus élevées, donc il faut réussir à aller très haut dans les entrées et la carrière internationale.
Donc il n'y a pas de la notoriété est très sympathique pour exposer un film, mais ne suffit pas de le faire marcher. Et laissons parler un homme dont j'ai retrouvé les propos avant-hier, c'est Kevin Costner, qui disait au milieu des années 90, avant certaines de ses déconvenues, dit « J'ai enfin compris pourquoi on me paie autant. La moitié de mon salaire, c'est pour mon travail et mon talent. L'autre moitié, c'est pour me faire oublier que plus jamais je n'aurai de vie privée. » Et plus jamais je n'aurai de vie privée, ça c'est compliqué ça. Alors, donc, oui. Allez, je vous en prie. Non, mais effectivement, ils sont. Quand vous êtes une star de son niveau, même s'il a moins d'impact maintenant, dans les années 80-90, c'était une immense star. Effectivement, moi je me souviens avoir avec lui, via le studio Canal, cofinancé JFK d'Oliver Stone, où il fait le procureur. Ce qui veut dire par là, c'est qu'il paye de beaucoup de fatigue et de beaucoup d'inconvénients de la notoriété, de l'absence de vie privée, de toujours se cacher en échange de ça. Et les studios ont besoin de cette notoriété-là. Donc on revient au début de Hollywood. Alors aujourd'hui, vous dites que pour des raisons que on peut comprendre, mais que la survie de la star est écourtée. Oui, c'est un vrai sujet. Alors, je ferai simplement une parenthèse pour dire que les stars maintenant sont les metteurs en scène. On n'est plus, on va dire, tiens, il y a un film de Scorsese, on ne dit pas avec qui. Avant, on disait, tiens, il y a Fernandel. Ah, on ne disait pas de qui. On dit c'est un film de Fernandel. Bon. Donc, et ça, c'est le résultat de la nouvelle vague qui a boosté les auteurs, qui a été un vrai putsch, même si les intéressés n'acceptent pas cette conception. Et que les grands, on va voir le prochain film de Nolan, on va voir le prochain film de Luc Besson, on va voir le prochain film de Scorsese, de Coppola, blablabla. Donc, il se trouve qu'en plus, si on a des stars de la taille de De Niro, de Caprio, Jessica Chastain, etc., c'est du plus. Mais le succès, on l'attribue aux metteurs en scène. Et ce sont des notoriétés moins fragiles que la notoriété de la star, parce que le metteur en scène a une carrière derrière lui. Quand on va le voir, on a dit, mais on a vu ça, puis on a vu ça, on a vu ça. Là, c'est moins bien, mais quand même, il a fait ça. Chez les acteurs, c'est pas la même chose. C'est qu'ils ne sont pas responsables de la totalité du film. Donc, on dira, j'ai vu le film de Scorsese, ah oui, De Niro était très bien. J'ai vu le film de Scorsese, ah, De Caprio était très bien. Mais on ne dira pas, il était tellement bien qu'il a fait marcher le film de Scorsese. Donc, les stars sont les metteurs en scène. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et le public, aujourd'hui, il modifie le regard qu'on a sur la star. Complètement. Vous dites que la technologie, Internet, le streaming, a converti un bien collectif, qui était le cinéma dans sa genèse, en un usage individuel. Complètement. C'est qu'effectivement, bon, c'est une banalité, là, le numérique individualise les choix, vous permet avec vos appareils d'être programmateurs de contenu, de balancer sur les réseaux sociaux, vos courts-métrages, de choper quelqu'un dans une position désavantageuse et le mettre sur un réseau social. Donc vous devenez le metteur en scène permanent de ce qui vous environne. Et souvent avec un certain nombre, il y a des effets positifs puis aussi des effets négatifs. Il est très difficile de garder ce statut inatteignable parce que la grande différence entre une star de télévision et une star de cinéma, c'est le regard. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une salle de cinéma, je l'explique, votre regard est dans le sens de la projection. La projection est dans votre dos. Et vous regardez et vous vous projetez au sens psychanalytique du terme, vous rêvez. Et surtout, vous allez vous déplacer pour voir tel metteur en scène ou tel acteur ou actrice. La télévision, l'image vient vers vous et avec votre télécommande, vous pouvez zapper, etc. Ce qui fait que quelqu'un qui commence à être connu en télévision, d'abord, dès qu'il fait du cinéma en général, ça ne marche pas. C'est presque une règle d'or. Et deuxièmement, interroger les gens sur les visages d'acteurs et d'actrices de cinéma, ils ne les connaissent pas. Ils ne connaissent pas les noms, ou très peu. Ou alors il faut avoir joué pendant 20 ans comme Roger Hanin ou
Véronique Geneste, bon, Mimi Mati. Mais au dehors de ça, et ça leur n'a rien à leur talent, à leur rôle, à la qualité avec laquelle ils travaillent. C'est pas le sujet. C'est pour ça que je dis que la télévision forme des célébrités anonymes. Et que, effectivement, au sens étymologique, anonyme, sans nom. Alors, je force un peu le trait, j'en suis conscient. Quand quelqu'un ou quelqu'une a une inclination particulière pour tel ou tel acteur ou actrice, il finit par repérer son nom, bien sûr. Mais enfin, je parle globalement, je parle sociologiquement. Et puis, il y a un autre phénomène qui joue dans le système actuel, c'est que ce que j'appelle le starisme est en train de se répandre partout. Les joueurs de foot sont des stars beaucoup plus planétaires que les acteurs de cinéma. Et petit à petit, on se rend, les peintres. Et puis c'est un système cumulatif. Et une des explications, on la voit en sous-texte dans votre livre, c'est que contrairement au cinéma, le football, lui, il a pénétré par exemple le continent africain. Complètement. Et surtout faire tout jeune Africain qui n'a pas les moyens, il y en a beaucoup, de s'acheter un ballon, peut se fabriquer un ballon de fortune ou taper dans une boîte de conserve. C'est en train d'évoluer, tant mieux. Mais il peut rêver d'être Neymar ou Zidane, etc. C'est quelque chose qui lui paraît très proche parce qu'il se sent invincible. C'est-à-dire que le parcours du combattant, du comédien ou de la comédienne, c'est autre chose. Ça dépend de tellement d'autres facteurs. Et puis en plus, ils ne se bousculent pas dans les salles de cinéma pour une foule de raisons, d'infrastructures, de prix, etc. Donc le rêve, c'est le sport. Et le starisme, entre guillemets, ça se répand partout. Chez les peintres, maintenant, vous avez les prix à quelle atteignent certains plasticiens. On n'a jamais vu ça. Alors il y a des spéculations de ce que vous voulez, mais tout d'un coup, il y a un rapport de notoriété. Le musée ou les galeries les accueillent pour eux prendre leur notoriété. Et